Parfait. Bonjour et bienvenue au webinaire de ce mercredi 23 septembre intitulé Offre de services de réadaptation à des francophones bilingues. Particularités, enjeux et recommandations. Mon nom est Nathalie Boivin. Je suis agente des communications et de mobilisation des connaissances à la Société Santé en français et il me fait plaisir d'être l'animatrice de ce webinaire. Prochaine diapo. Alors d'abord, quelques mots sur la Société Santé en français. La Société Santé en français est un mouvement national mobilisateur qui, par la force de ses 16 réseaux provinciaux, territoriaux et régionaux, a pour objectif de promouvoir le développement de la santé en français des communautés francophones et acadiennes vivant en situation de minorité linguistique au Canada. 2 séries de webinaires sont offertes. L'une s'intitule « Découverte », l'autre « Développement professionnel ». Le webinaire d'aujourd'hui se situe dans la série « Découverte ». Les objectifs des webinaires sont au nombre de 3. D'abord, offrir un meilleur accès aux nouvelles connaissances, puis faciliter la prise de décision éclairée par les données probantes, et finalement, favoriser les interactions entre producteurs et utilisateurs de connaissances. Prochaine diapo. Alors, la diapo que vous voyez à l'écran illustre la programmation de la Société Santé en français, programmation intitulée Parcours Santé 2018-2023. Cette programmation compte 5 destinations. Elles sont représentées chacune par une pastille de couleur. Le webinaire d'aujourd'hui rejoint la pastille rose, c'est-à-dire celle qui représente les services et les programmes de santé en français, accessibles, adaptés et offerts activement au Canada. Et de fait, le webinaire présente les résultats d'une étude pan-canadienne visant à mieux comprendre l'expérience vécue par les clients francophones et bilingues en situation de minorité linguistique et recevant des services de réadaptation offerts par des professionnels anglophones. Cette étude a été menée sous la co-direction de Mesdames Jacinthe Savard et Catherine Sauvé-Schenck, professeurs à l'École de réadaptation de l'Université d'Ottawa. Ces dames sont également membres de l'Institut du savoir Montfort et du groupe de recherche sur la formation et les pratiques en santé et services sociaux, communément appelé GREFOPS. Ce webinaire rejoint donc très bien la programmation Parcours Santé 2018-2023. Prochaine diapo. Alors, nos conférencières du jour, elles sont au nombre de 4. Je vais vous les présenter dans l'ordre qu'elles apparaissent à l'écran, l'ordre habituel de gauche à droite. Tout d'abord, Florence Mongrain. Florence est originaire de Winnipeg, au Manitoba. Elle a d'abord fait un bac en arts à l'Université du Manitoba, avec une majeure en psycho et une mineure en biologie. Elle a par la suite poursuivi son programme de maîtrise en ergothérapie à l'Université d'Ottawa. Elle vient tout juste de terminer son programme et souhaite retourner au Manitoba pour y desservir la population francophone. Judith Dumont, la deuxième personne à l'écran, est originaire d'Edmundston. Elle a d'abord fait un bac en kinésiologie à l'Université de Moncton avant de se diriger vers le programme de maîtrise en ergothérapie à l'Université d'Ottawa. Judith a terminé son programme et travaille présentement dans la région de Moncton, au Nouveau-Brunswick. Valérie Fecteau, notre troisième personne à l'écran, est originaire de Timmins, en Ontario. Elle a d'abord fait un bac en sciences de la santé avec une mineure en psychologie à l'Université d'Ottawa avant de poursuivre vers le programme de maîtrise en ergothérapie qu'elle vient tout juste de terminer. Elle débutera un emploi prochainement à Sudbury comme ergothérapeute en soins à domicile et pourra y desservir la clientèle francophone. Finalement, la quatrième personne à l'écran est Cassandra Levesque, originaire de Montréal.
elle a fait un bac en psychologie avec l'Université de Montréal avant de poursuivre à la maîtrise en ergothérapie à l'Université d'Ottawa. Alors, ce sont nos 4 conférencières du jour. Prochaine diapo. Avant d'aller plus loin et de céder la parole à nos présentatrices, un peu de logistique. Simplement pour vous dire que vous êtes présentement en mode sourdine ou mute. Cependant, si vous voulez participer, vous pouvez le faire en cours de webinaire en utilisant la boîte de conversation au bas de votre écran et nous laisser un message auquel nous pourrons soit répondre en cours de webinaire ou le reprendre lors de la période de questions. Également, en cours de webinaire, vous serez appelé ou invité à participer à des sondages interactifs. Ces sondages sont facultatifs et les réponses données sont anonymes. Donc, vous n'avez, en fait, quand apparaît une question à l'écran, vous n'avez qu'à cocher la case qui correspond à votre réponse. Et tiens donc, on va faire un premier exercice de sondage interactif avec une première question. Alors, cette question apparaît à l'écran. Avez-vous déjà entendu parler d'offres actives? Donc, vous pouvez dès maintenant cocher la réponse qui correspond à votre situation. Donc, soit non, pas du tout, oui, un peu, ou oui, je la connais. Alors, vous pouvez répondre maintenant. Et parmi les personnes présentes en ligne, on a 23% qui ont répondu qu'ils ne connaissaient pas du tout l'offre active, 15% la connaissent un peu et 62% la connaissent mieux. Donc, ça nous donne un peu une idée de votre connaissance de l'offre active. Merci beaucoup d'avoir répondu à cette question. Vous voyez que ce n'est pas très compliqué. Et je vous informe également que l'enregistrement du webinaire sera disponible après la présentation dès la semaine prochaine et de même la présentation en format PDF de nos conférencières. Alors, j'arrête maintenant le partage de mon écran et je vais inviter mesdames les conférencières à prendre le contrôle de l'écran pour leur présentation. Mesdames? Merci Nathalie. Je vais essayer de partager mon écran. Est-ce que vous le voyez? Oui, ok. Je vais juste présenter. Ok. Ok, bon, c'est bon. Alors, moi, je m'appelle Florence Mongrain. Je suis rejointe avec Valérie Fecteau et Cassandra Lévesque. Malheureusement, notre 4e membre de groupe, Judith Demont, ne peut pas se joindre avec nous aujourd'hui. Le titre de notre webinaire, c'est l'offre de services de réadaptation à des francophones bilingues, particularités, enjeux et recommandations. Comme mentionné plus tôt, nous étions sous la supervision de professeur Jacinthe Savard et professeur Catherine Sauvé-Cheng. Alors, un peu pour un plan de la présentation qu'on va faire aujourd'hui, nous allons faire une mise en contexte. Par après, les démarches de l'étude ainsi que les résultats de notre étude. Par après, passer aux recommandations et pistes et pour finir, nos conclusions. Alors, un peu pour une mise en contexte, savoir à qui on s'adresse aujourd'hui, vous devriez avoir apparaître sur votre écran quelques questions. Ça va juste nous donner un peu plus d'idées à qui, justement, c'est qui derrière l'écran. Si vous pouvez les répondre, puis par après, on peut en discuter davantage. Par après, on peut voir que plus de 2 millions de Canadiens qui vivent en situation de langue officielle minoritaire. C'est quand même beaucoup de Canadiens qui vivent dans cette situation-ci, d'où l'importance de faire un peu plus de recherche sur c'est qui exactement ces francophones-là, d'où un peu où se mène notre recherche. Puis, souvent, il y a une fausse illusion que les clients et clientes francophones qui parlent un peu l'anglais ont la capacité de communiquer de façon adéquate avec leurs professionnels dans cette langue. Fait que, souvent, il y a quelques auteurs qui décrivent ceci comme une discordance linguistique. Alors, qu'est-ce que c'est une discordance linguistique? C'est quand un professionnel de la santé et le client n'ont pas nécessairement la même langue de préférence. Alors, ça peut être que ce soit un client francophone, que sa langue de préférence est le français,
parle un peu l'anglais, mais il préfère quand même avoir des services en français. Puis, son professionnel est anglophone. Là, nous aurions une discordance linguistique. Ici, on a un petit exemple de qu'est-ce que ça peut être dans un contexte tel quel une discordance linguistique. Alors ici, on voit un professionnel de la santé qui dit Before the reduction of your thumb dislocation, I can give you some painkiller. Puis le client francophone qui pense est-ce que ces produits sont sur la liste de produits interdits? Puis là, le professionnel de la santé dit I did not hear your answer. Do you accept the painkiller or not? Puis là, le client qui répond No, no, no painkiller. Fait que là, on peut voir qu'il y a quand même le client francophone avait peut-être quelque chose qu'il voulait dire ou des inquiétudes qu'il aimerait discuter avec son professionnel, mais il n'a peut-être pas le temps de l'exprimer ou il ne sait pas comment. Fait que là, on peut voir qu'il y a quand même certaines conséquences qu'il peut avoir avec la communication qui est peut-être moindre à cause d'une discordance de langue. Un autre aspect important, c'est que la communication, c'est important pour établir une relation thérapeutique. Alors souvent, dans le domaine de la santé, ça se peut que les relations s'établissent sur comme plusieurs semaines, mois, même années. Alors, si la communication n'est pas optimale, ça se peut qu'il y ait des difficultés à justement la relation thérapeutique, la confiance, etc., peut être moindre. Ici, nous avons un exemple de Mona Mercier. Je vous les invite à l'écouter sur votre propre temps parce que c'est quand même avec des problèmes techniques des fois. On ne veut pas nécessairement que ça bloque tout. Alors, je vais juste vous donner un bref aperçu. Il y a aussi le lien en bas de l'écran que vous pouvez probablement cliquer par après sur la Société Santé en français. Alors, Mona Mercier, c'est une dame qui est bilingue, elle parle anglais et français. Sa langue de préférence, ce serait le français, mais quand même un niveau d'anglais assez élevé. Puis, elle est au travail une journée, puis elle a un énorme mal de tête. Elle a dit qu'elle a l'expression que son crâne va exploser de sa tête. Alors, c'est quand même, elle trouve ça très urgent. Elle retourne chez elle, en discute avec son mari, puis décide de se rendre à l'urgence. Une fois à l'urgence, elle a juste des professionnels de la santé anglophones. Puis elle essaie de leur expliquer l'urgence de sa condition, que comme justement, son cerveau va exploser de sa tête. Puis, la seule chose qu'elle est capable de dire, c'est I have a big headache. Puis, après ça, le professionnel de la santé lui dit ben d'habitude, pour un mal de tête, on ne se rend pas à l'urgence. Puis justement, elle essaie encore de la difficulté à trouver ses mots afin d'exprimer l'urgence de sa situation. Elle passe certains tests, réalise qu'elle a une hémorragie cérébrale, puis par après, lui font les passer à la bonne unité et elle a les services qu'elle a besoin. Mais on peut voir que la communication est quand même très importante. Comme souvent dans un moment de vulnérabilité ou de stress, ça peut être plus difficile à comme, trouver les mots que l'on veut chercher ou afin d'exprimer exactement ce que l'on ressent. Alors, un peu, nous, on est, nous trois, en tout cas, notre domaine, c'était en ergothérapie. Alors, donc, le plus grand thème, c'est le domaine de la réadaptation. Fait qu'on a fait un peu de recension des écrits pour savoir qu'est-ce qu'il y a au juste sur ce sujet-ci. On a trouvé une étude qui parlait de la discordance linguistique au Royaume-Uni. Une discordance linguistique, ça pourrait mener à des confusions de rôle, alors que le client ne sait pas exactement le rôle du professionnel. L'éducation au client peut être compromise, ainsi que la participation au programme. Puis, on sait qu'en domaine de la réadaptation, souvent, c'est une collaboration entre le client et le professionnel de la réadaptation pour établir des objectifs. Alors, souvent, on travaille ensemble pour trouver des objectifs communs qui est vraiment cerné sur le problème ou sur les objectifs des clients. Mais justement, si la communication n'est pas là, ça se peut que ce soit plus difficile à établir ces objectifs. Donc, la participation au programme est affectée, ainsi que l'éducation, etc. Et lorsqu'on a fait nos recensions des écrits, on n'a trouvé qu'une seule étude qui parlait au Canada de la réadaptation. Puis c'était en domicile de Tardif et Dallaire. Puis, ceci disait que les services en français, ça favorise l'établissement d'une relation de confiance entre le client et le professionnel. Puis, ça permettait aussi que la communication puis l'efficacité des traitements était quand même plus grande. Comme on peut voir, il y a quand même des particularités à la discordance linguistique à des francophones au Canada en langue officielle minoritaire. Fait que souvent, ils sont plus âgés et en région éloignée, qui peut mener à des plus difficiles d'aller chercher des services. Et c'est une minorité invisible. Qu'est-ce qu'on veut dire par ça?
c'est que ils parlent anglais et français ou un niveau quand même peut quand même discuter dans la vie de tous les jours en anglais, mais le niveau de français et anglais est différent. Donc, c'est une minorité invisible. Ici, on a une citation d'une de nos participantes, Manon, qui dit « Pour être honnête, je ne pense pas que le professionnel anglophone a même réalisé que c'était une barrière, parce que mon niveau d'anglais est quand même assez élevé. Donc, je pense pas qu'il était juste peut-être un peu plus confus. Il ne comprenait pas pourquoi j'avais très peu de mots pour expliquer quelque chose. » Alors, on peut voir qu'ici, il y a quand même certaines difficultés à exprimer qu'est-ce qu'on veut dans sa langue seconde, même si son niveau d'anglais est élevé. Oups. OK. Alors, plus particulièrement, notre étude, qu'est-ce que nous, on cherchait? Il y avait un peu 3 aspects qu'on aimerait aller cerner. Premièrement, on voulait une étude pan-canadienne, fait vraiment explorer à travers le Canada, parce qu'il y a des expériences très variées, qu'on soit de la Colombie-Britannique, Nouveau-Brunswick, au Manitoba, les expériences des clients vont varier. Fait qu'on voulait une représentation plus pan-canadienne. Deuxièmement, une discordance linguistique, alors que ce soit avec un professionnel anglophone des services de réadaptation, avec un client francophone. Puis, après ça, en réadaptation, on a trouvé qu'il y avait quand même peu d'études dans ce domaine, puis on voulait en chercher plus davantage exactement en réadaptation, parce que la relation peut s'établir sur plusieurs mois et la communication aussi peut être quand même plus longue. En réadaptation, pour notre définition, c'était des services en audiologie, ergothérapie, orthophonie et, je peux penser au mot, PT, physiothérapie. Et puis après, nous avions aussi 2 autres domaines, c'était le travailleur social et psychologie, mais dans un domaine de réadaptation. Il devrait y avoir une autre question qui apparaît. Moi, je ne les vois pas nécessairement sur mon écran, mais c'était juste pour savoir un peu plus si vous travaillez ou non dans le domaine de la réadaptation pour notre auditoire. En tout cas, peut-être qu'on va avoir les résultats des sondages plus tard, mais pour l'instant, on va passer à la prochaine diapo. Ah, là, je les vois. OK. OK. Mais là, je n'ai pas de réponse. Mais on peut regarder à ça plus tard, j'imagine. Ça, c'était pour avant, mais c'est bon. OK. Alors, quand on regarde à nos 3 aspects de recherche, ça nous a mené à notre question de recherche qui était quelle est l'influence d'une discordance linguistique avec son professionnel de la réadaptation sur l'expérience de traitement des clients en situation de langue officielle minoritaire? Alors, comment on s'est pris pour répondre à cette question? On a fait un devis de recherche mixte. Alors, c'est-à-dire qu'il y avait une partie quantitative puis une partie qualitative. Alors, la partie quantitative, c'était un questionnaire en ligne par SurveyMonkey. On a fait des recrutements par les médias sociaux. Alors, en tant que chercheuse, on a mis notre recherche sur Facebook, demandant à des participants à travers le Canada s'ils voulaient répondre à notre sondage. Puis, par après, ceux-là intéressés qui avaient répondu à notre sondage pouvaient nous communiquer afin d'en discuter davantage de leur expérience pour vraiment chercher plus en profondeur c'était quoi leur expérience, tandis que le questionnaire en ligne, c'était plus pour regarder en général qu'est-ce qu'ils avaient vécu comme expérience. Alors maintenant, si on passe aux résultats de notre étude. Alors ça, c'est vraiment le sondage en ligne. Qu'est-ce que nos répondants et répondantes ont dit? Alors, comme on peut voir sur le premier ici, le premier diagramme de Venn, la plupart de nos participants sont jeunes, de 18 à 35 ans. Nous avons quand même une belle représentation d'autres groupes d'âge aussi. Par après, si on regarde au deuxième, la province de résidence, la plupart viennent de l'Ontario. Nous avons quelques-uns du Manitoba, Nouveau-Brunswick, Alberta, Colombie-Britannique et la Nouvelle-Écosse. Alors, oui, on n'a pas nécessairement une représentation de toutes les provinces et de tous les territoires, mais nous avons une belle représentation quand même pan-canadienne qui regroupe un peu les différents coins du Canada. Lors de notre questionnaire, on demandait aussi comment ils s'identifient. Alors, est-ce qu'ils s'identifient, les catégories, c'était francophone mais bilingue, puis le francophone autant qu'anglophone, puis anglophone mais bilingue. Mais on peut voir que la plupart de nos participants, c'était des francophones mais bilingues ou francophones autant qu'anglophones. Alors, c'est quand même intéressant de voir cette population-ci parce qu'ils ont un niveau d'aisance en français et anglais quand même assez élevé. Alors, est-ce qu'il y aurait à avoir eu
peut-être la communication peut être quand même plus difficile. Sur le deuxième, on voit que la capacité linguistique du répondant. Alors ça, c'est vraiment plus à l'écrit et à l'oral, comment qu'ils trouvent que leur français ou anglais, où est-ce qu'ils se placeraient dans cette diagramme-là. Puis là, on voit que la plupart se considèrent bilingues. Puis sinon, ce serait non bilingue anglophone, francophone pour quelques-uns. Alors vraiment, la plupart de nos participants s'identifient comme francophones ou francophones bilingues. Puis là, comme je viens de le dire, la plupart de nos participants, c'est des francophones bilingues ou francophones autant qu'anglophones. Par contre, la capacité linguistique du professionnel, selon eux, était des non-bilingues anglophones, quelques-uns bilingues, mais la plupart des non-bilingues anglophones. Alors, si on regarde à ça, on se dit, ah oui, il y a une discordance linguistique, puisqu'il y a un client francophone. Par contre, le professionnel de la santé, c'est un anglophone. Alors, ce qui nous menait un peu à notre perception de la communication, la satisfaction en général des clients. Qu'est-ce qu'ils trouvaient? Bien, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que quand même, la perception de la communication par ces clients, les répondants, était de bonne, très bonne à excellente. Alors quand même, la communication, même si elle n'est pas nécessairement la même langue de préférence, était quand même très bonne. Par contre, si on regarde la satisfaction, encore là, la plupart de nos répondants ont dit qu'elle était bonne, mais il y a quand même quelques-uns qui ont dit neutre à mauvaise. Puis souvent dans les sondages tels quels, s'il y a des réponses neutres et mauvaises, ça nous met un peu un pouce à l'oreille de « il se peut qu'il y a d'autres choses qu'il faudrait qu'on aille chercher ». Fait que c'est pour ça qu'après, on voulait faire notre étude d'une partie qualitative. Fait que là, je vais passer à Cassandra qui va nous parler davantage de notre recherche de ce côté-là. OK. Moi, je vais vous parler des résultats qu'on a eus avec les entrevues plus qualitatives, fait qui nous ont permis de creuser un peu plus en profondeur notre sujet. Fait que juste un bref portrait de nos participants. On avait des participants qui venaient de provinces assez variées. Fait que comme Florence a dit, l'Alberta, la Colombie-Britannique, l'Ontario, le Manitoba. Il y a 6 de nos participants qui ont eu des services en réadaptation en santé physique, puis il y en a 2 qui ont eu en santé mentale. Puis tous nos participants étaient bilingues, mais dans les professionnels de la santé que nos participants ont vus, il y en a 7 qui étaient anglophones unilingues et seulement 1 qui était bilingue. Puis 5 de nos participants préféraient avoir le français comme langue de préférence de soins. Fait qu'avec nos entrevues, on a procédé au codage et on a regroupé par thème. Puis il y a 4 grands thèmes qui sont ressortis. Alors, le premier thème, c'est l'accès. Donc, la difficulté à avoir accès aux soins de réadaptation dans la langue de son choix. Le deuxième thème, c'est au niveau de l'expression. Alors, de s'exprimer dans sa deuxième langue lors des traitements en réadaptation. Le troisième thème, c'était la compréhension. Alors, la compréhension de son professionnel anglophone unilingue lors de ses traitements en réadaptation. Puis notre dernier thème, c'était la satisfaction. Alors, la satisfaction globale que nos participants ont eue face au traitement qu'ils ont eu dans leur deuxième langue. Alors, pour notre premier thème, qui était l'accès, il y a un élément commun qui est ressorti dans toutes nos entrevues, vraiment. Alors, c'était la difficulté d'accès aux services dans la langue de son choix. Puis, il y a plusieurs raisons qui ont fait que nos participants ont vu des professionnels de la santé anglophones et non francophones. Puis, une de ces raisons-là, c'était d'avoir accès aux services rapidement. Et je vais vous lire une citation de notre participante Alice. « J'étais un peu dans une situation d'urgence et j'avais besoin des services le plus vite possible pour mon problème de genou parce que j'ai complètement déchiré mon ligament ACL. Donc, j'avais besoin de voir un physiothérapeute et la langue ne me dérangeait pas. Juste le fait que je voulais être vue de façon plus rapide. » Aussi, c'est ressorti que c'est pas toujours facile de chercher pour un professionnel de la santé francophone quand notre état de santé n'est pas optimal. Florence, tu peux changer la diapo. Oui. Alors, je vais vous lire une autre citation maintenant de Julie. « Je pense aussi que quand tu es dans un état psychologique de vulnérabilité, tu n'as même pas envie de commencer à dire « Oh, ouais, mais… » Non, tu veux juste de l'aide.
Tu y penses puis tu te dis, je n'ai vraiment pas le goût de m'embarquer dans essayer de trouver quelqu'un qui parle français puis expliquer le pourquoi du comment. Si je fais juste dire non, c'est beau, je vais en prendre un en anglais, je sais que j'en ai un maintenant, demain. Puis, il y a 3 de nos participants qui ont consulté des spécialistes dans le domaine de la réadaptation. Et souvent, qu'est-ce qui arrive avec les services plus spécialisés? C'est qu'on a moins de chances de les trouver disponibles en français. Alors, Jean nous dit, c'est seulement des services en anglais qui étaient disponibles parce que j'avais vraiment besoin d'un spécialiste. Et puis, à ma connaissance, il n'y en avait pas de francophones pour cette opération-là. Puis finalement, il y a 5 participants qui mentionnaient que les services en français étaient tout simplement non existants dans leur région. Donc, Anne qui explique, en Colombie-Britannique, c'est difficile de trouver un professionnel qui travaille en français. Il n'y en a pas beaucoup. Donc, c'est vraiment ça qui me limite. Et si c'était disponible, des fois, les personnes devaient parcourir des très longues distances pour avoir accès. Et toujours au niveau de la disponibilité, parfois, il y en avait un professionnel de la santé qui parlait français, mais à cause que les autres professionnels qui étaient présents parlaient seulement anglais, la séance devait se dérouler en anglais. Alors, Julie qui dit, dans ce contexte-là, c'est comme, bon, I guess que ça va être en anglais. Mais tout le long, je me disais, mon Dieu, ça fait pas de sens. Qu'est-ce qui est en train d'arriver? Il y a une personne qui ne parle pas la langue, puis nous, on doit tous se mettre à parler en anglais. Maintenant, notre deuxième thème, qui est au niveau de l'expression dans sa deuxième langue en réadaptation. Il y a 6 de nos 8 participants qui ont dit que ça demandait un effort supplémentaire de s'exprimer dans sa langue seconde. Que ce soit juste pour comme chercher les bons mots ou même que ça demandait un niveau de concentration plus élevé. Alors, il y a Manon qui dit « C'était juste un peu difficile de pouvoir exprimer les régions qui devaient être améliorées. Et c'était aussi un peu difficile de se retrouver dans cette situation-là où tu veux dire quelque chose, mais tu manques les mots, où les expressions ne sont pas les mêmes. » Ensuite, il y a la moitié des participants qui ont expliqué que exprimer ses émotions, donc comment on se sent, c'est plus facile dans notre langue dans laquelle on est le plus à l'aise. Il y a Julie qui dit « Je dirais que des fois, je vis de la frustration. Parce que, tu sais, des fois, tu es là, tu pleures et c'est des situations vraiment difficiles. Et là, tu cherches tes mots en anglais et tu essaies de mettre des mots sur quelque chose que tu veux dire. Mais tu as l'impression qu'en l'exprimant en anglais, tu ne seras jamais capable de mettre le mot juste sur ce que tu aurais dit dans ta langue première. » Puis cette épreuve-là de communication au niveau des émotions pouvait aussi provoquer de la frustration et même avoir un impact sur la qualité du traitement. Et on a remarqué cette tendance-là encore plus avec les services de santé mentale, parce qu'on sait que dans ce type de réadaptation-là, il y a souvent beaucoup plus de communication lorsqu'on compare avec la santé physique. Puis on a 2 participants qui ont exprimé avoir un manque de confiance et la peur des jugements lorsqu'ils s'exprimaient avec un professionnel qui ne parlait pas français. Mais ce n'était pas juste dans le domaine de la santé, c'était aussi dans leur vie de tous les jours. Alors Julie qui dit « Moi, c'est ça mes défis au quotidien. Chaque fois que je demande quelque chose, je me heurte à des jugements, je me heurte à des soupirs, je me heurte à des commentaires et eux ne s'en rendent pas compte. Moi, on me fait répéter, on me dit des choses. Vous êtes de où? Votre accent est de où? Constamment, à chaque jour, 15 fois par jour. » Notre troisième thème, qui est au niveau de la compréhension. De façon générale, nos participants disaient avoir eu une très bonne compréhension de leur professionnel anglophone unilingue en réadaptation parce que, comme on sait, nos participants étaient bilingues. Toutefois, il y a des défis qui ont été ressortis au niveau des termes plus techniques qui sont reliés au domaine de la santé. Alors, Julie qui dit « Parfois, dans les termes que la thérapeute utilise, tu dois poser plus de questions pour avoir des précisions dans le vocabulaire qui est très technique, qui n'est pas des mots que j'utilise tous les jours dans mon anglais courant. » La moitié de nos participants ont exprimé utiliser des stratégies personnelles pour pallier aux difficultés de compréhension. Je vais vous donner quelques exemples, comme par exemple avec l'aide du téléphone
ou en ayant un médecin de famille francophone qui pouvait traduire certaines informations que le professionnel de la réadaptation donnait aux patients. Marie a dit « Je suis assez débrouillarde, alors si je ne comprends pas un mot, je vais aller chercher qu'est-ce que ça veut dire. » Il y a aussi le non-verbal qui a été utilisé à plusieurs reprises par les thérapeutes afin de faciliter la compréhension des clients. Jean qui explique « C'était surtout des choses qu'ils vont te montrer physiquement. Donc, comment faire l'exercice? Je n'avais même pas besoin de parler. J'aurais pu avoir un russe ou un chinois. Lève ta jambe de telle façon. » Alors, les physiothérapeutes que j'ai eus ont été très bons pour ça, de montrer physiquement comment faire l'exercice et puis comment me tenir. Concernant les ressources et les documents remis aux participants suite aux thérapies, tous nos participants ont reçu les ressources en anglais. Cependant, la majorité ont dit que ça ne les dérangeait pas parce que, vu que la séance se déroulait en anglais, les ressources en anglais, ça concordait. Par contre, il y en a 3 de nos participants qui ont dit que s'ils avaient eu le choix de la langue des ressources, ils auraient préféré les avoir en français. Chloé qui dit « Par contre, les services en français n'étaient pas disponibles. Donc, par exemple, j'aurais pu demander les documents écrits en français. Mais dans la majorité des cas, pas tous les cas, mais dans la grande majorité, il n'y en avait pas au moment. » Donc, le 4e thème qui a été abordé par nos participants était par rapport à la satisfaction. Donc, dans la partie quantitative de notre étude, soit le questionnaire SurveyMonkey, on a vu que la majorité des clients étaient quand même satisfaits. Par contre, la partie qualitative nous a permis d'aller vraiment préciser ce qui était vraiment la source de la satisfaction et peut-être ce qui l'était un peu moins. Donc, on voit que globalement, il y a quand même 6 des 8 participants qui se disent satisfaits de leur relation avec leurs professionnels de la réadaptation anglophone. Premièrement, on voit que 3 participants qui ont reçu des services en physiothérapie sont satisfaits de l'intervention parce que celle-ci a produit des résultats fructueux. Donc, comme on voit Louis qui dit, « Je trouve que globalement, mon expérience est très positive parce que j'ai pu retrouver mon fonctionnement normal. » Il y a aussi 5 des participants qui ont mentionné la sensibilité du professionnel comme un outil essentiel pour surmonter la discordance de langue qu'ils vivaient avec leurs professionnels. Donc, certaines des caractéristiques qui ont été mentionnées par les clients qu'ils appréciaient chez leurs professionnels de la santé incluaient l'écoute, l'honnêteté, l'encouragement et l'attention aux détails. Ça, c'est vraiment des qualités qui ont permis d'optimiser la relation entre le client et le professionnel de la santé anglophone. Donc, on voit ici Marie qui dit, elle, la professionnelle anglophone, a vraiment pris le temps de tout m'expliquer au premier rendez-vous. On a pu faire un plan d'action et c'était une clinique multidisciplinaire. Donc, elle m'a demandé mon accord si je voulais aussi voir une autre personne qui pouvait m'aider dans le dossier, puisqu'ils travaillaient ensemble. Alors, pour moi, ça a été la meilleure expérience de physiothérapie. Donc, malgré le fait qu'en général, les participants étaient quand même satisfaits, 6 des 8 participants ont quand même dit qu'ils auraient préféré avoir des services en français si c'était possible. Les participants ont aussi relevé certains défis. Premièrement, il y a 3 des participants qui ont souligné que la compréhension des concepts et l'effort requis pour s'exprimer pouvaient mener à un traitement qui nécessitait plus de sessions. Donc, un professionnel de la santé francophone aurait pu possiblement donner le même traitement dans moins de sessions à cause de la barrière de langue qui n'aurait pas été présente. Comme on voit Manon qui dit, avec mon professionnel anglophone, il fallait que je fasse plusieurs appointements pour avoir possiblement le même traitement qui aurait dû être fait dès le début. Je me sens comme si j'ai moins été voir la physio en français parce que c'était mieux centré sur le problème. Il y a aussi 2 participants qui notent que les professionnels anglophones ne comprennent pas toujours la réalité de leurs clients francophones. Comme on voit Julie qui mentionne, je ne pense pas que les professionnels anglophones qui travaillent avec des francophones sont au courant à quel point c'est un défi de vivre en tant que francophone en milieu minoritaire. Puis, je pense que si tu n'es pas francophone, tu n'auras pas le même niveau de compréhension de la réalité. Donc, on a 2 de nos 8 participants qui se sont dit insatisfaits quant à leur expérience en réadaptation.
Une des participantes en particulier, qui elle-même s'identifie comme étant bilingue, fait ressortir l'absence de réponse à son souhait de parler français de la part de sa thérapeute bilingue, ce qui a contribué à son insatisfaction. Donc, c'est Alice qui dit « Malgré mes tentatives d'avoir les services en français, elle continue de me parler en anglais. Elle savait que j'étais bilingue. Par contre, lorsqu'on a commencé nos séances, on a eu notre première rencontre en anglais, malgré le fait que je disais des mots en français. Elle réalisait que je parlais français et elle continuait à me parler en anglais. » Donc, cette étude nous a vraiment permis d'avoir un portrait de la réalité d'un groupe de francophones bilingues en situation minoritaire. Et on a vu que malgré la satisfaction globale qui était généralement bonne, la discordance a quand même eu un impact sur la perception du client quant à la communication avec son professionnel de la santé anglophone, surtout au niveau de l'expression du client, mais aussi quant à sa compréhension des concepts, des consignes et du plan de traitement. Donc, les données qualitatives nous permettent d'observer quand même une particularité intéressante quant aux francophones qui sont inclus dans notre étude. On a vu tout au long de nos entrevues qualitatives de la résilience de la part des clients francophones en situation minoritaire. Donc, ils utilisaient une panoplie de stratégies personnelles pour mieux comprendre et aider avec la communication. Et on a aussi vu à quelques reprises le thème du plaidoyer qui est ressorti. Donc, les clients qui étaient dans des situations où ils ont reçu des services en anglais et ça leur a vraiment fait réaliser à quel point c'était important de plaidoyer pour avoir des services dans leur langue de préférence, dans leur milieu. Donc, pour ce qui est de l'accès aux services, les conclusions de notre étude vont dans le même sens que les études qu'on a trouvées dans la littérature, soit le fait que, premièrement, les gens choisissent généralement des services rapides plutôt que d'attendre plus longtemps pour avoir des services en français. De plus, les services de réadaptation en français ne sont pas toujours disponibles et ça, c'est particulièrement vrai dans les provinces où il n'y a pas de loi ou de politique sur l'offre des services de santé en français ou dans les villes ou les villages qui sont plus éloignés, ce qui voudrait dire que les clients auraient besoin de faire une grande distance pour avoir les services dans leur langue de préférence. Le dernier point, c'est aussi quant aux services spécialisés. Donc, les services spécialisés sont rarement disponibles en français. Donc, les clients font face à un choix, soit être capable de recevoir des services spécialisés ou soit être capable d'avoir des services dans leur langue de préférence. C'est aussi important de noter que notre échantillon, c'était surtout des personnes s'identifiant comme francophones, mais bilingues. Donc, si on aurait eu une plus grande représentation de personnes unilingues francophones, il se peut que la discordance de langue aurait été plus prononcée, mais par contre, le fait d'avoir des participants bilingues nous a vraiment amené à pouvoir percevoir plus finement les défis et la réalité d'être un francophone bilingue en situation minoritaire. Donc, encore une fois, malgré la satisfaction globale qui était quand même généralement bonne, quant à l'expérience en réadaptation avec un professionnel anglophone, les défis soulevés nous permettent quand même de formuler quelques recommandations, soit spécifiquement dans le domaine de la réadaptation, dans le domaine de la santé ou même plus largement. Donc, premièrement, il serait important de sensibiliser les professionnels de la réadaptation anglophone et leurs gestionnaires quant aux défis de communication des francophones bilingues. Donc, un point qui est vraiment important de se souvenir, c'est que même si quelqu'un se considère comme francophone bilingue fonctionnel dans sa vie de tous les jours, il peut y avoir quand même certains défis dans un contexte de santé, par exemple lorsqu'il y a un haut niveau de stress ou lorsqu'il y a beaucoup de termes techniques. Et si on pense particulièrement en santé mentale, lorsqu'il faut partager nos émotions et dans une relation où on compte beaucoup sur la communication pour recevoir des bons soins. C'est aussi vraiment important pour nous de faire connaître des pistes pour répondre aux besoins. Donc, on peut passer à la prochaine diapo pour voir plus particulièrement les pistes. Donc, premièrement, on a l'offre active. Donc, on a vu au début dans le petit sondage qu'il y a quand même une bonne partie des gens qui sont familiers avec l'offre active. Pour ceux qui le sont peut-être un peu moins, c'est vraiment pour les professionnels de la réadaptation, mais ça peut s'élargir beaucoup plus que ça, même au domaine de la santé et plus largement que ça.
Donc, c'est vraiment l'idée qu'un francophone en situation minoritaire ne va pas nécessairement demander des services en français. Donc, si les services sont disponibles, c'est vraiment à la personne qui offre les services, soit le professionnel de la santé ou autre, de faire connaître ces services-là, que ce soit verbalement, à l'aide d'affiches, à l'aide de macarons. C'est vraiment le fait d'être proactif et confiant dès le premier contact, au lieu d'attendre que le client nous demande d'avoir des services dans sa langue de préférence, soit le français. C'est aussi important de mentionner que le travail d'équipe peut vraiment augmenter la possibilité pour un client francophone d'exprimer ses besoins dans sa langue de préférence. Donc, par exemple, dans une équipe où le client voit plusieurs professionnels, au moins s'il y a un professionnel qui est francophone, ça donne un peu une personne ressource pour pouvoir valider ou répondre aux questions dans la langue de préférence du client. On a vraiment aussi vu l'importance d'une communication efficace et des stratégies de communication qu'on peut employer pour aider nos clients francophones. Et ceci est vrai lorsqu'on ne parle pas français ou même lorsqu'on parle français. Il y a certaines stratégies qu'on peut utiliser afin de faciliter la communication. Donc, évidemment, notre étude a vraiment bien démontré l'importance de la relation thérapeutique. Donc, avoir un intervenant sensible, c'est vraiment un élément clé afin d'améliorer l'expérience d'un client francophone en situation minoritaire. Donc, certaines des choses que les clients cherchent sont l'écoute, l'honnêteté, l'encouragement et l'attention aux détails. En tant que professionnel ou personne qui interagit avec des clients francophones, il faut s'assurer de prendre son temps et poser des questions pour mieux comprendre les clients, prendre le temps nécessaire pour répondre aux questions du client, adapter son niveau de langue afin que le client comprenne bien et fournir des explications claires et détaillées. Il y a aussi l'importance d'utiliser des gestes ou des stratégies de communication non verbale pour faciliter la communication. Puis enfin, afin d'atténuer les difficultés en lien avec la compréhension des termes médicaux ou des termes complexes dépendant du domaine, il serait avantageux d'avoir recours à des lexiques de termes bilingues en ligne. Ceci pourrait faciliter la compréhension des clients dès le départ afin qu'ils comprennent bien ce qui est expliqué et la traduction qui peut être faite, si nécessaire, dès le premier contact. Donc, juste quelques points à ne pas oublier, donc des points importants qui sont ressortis dans notre étude. Premièrement, bien qu'un client francophone puisse se considérer comme complètement bilingue, il faut se rappeler que celui-ci pourrait faire face à des défis lorsqu'il reçoit des services dans sa deuxième langue, même si ce n'est pas toujours évident dès le début. Un autre point important, c'est qu'une discordance de langue peut être présente même entre deux individus qui peuvent parler une langue commune. Donc, la discordance de langue, dans notre cas, c'est vraiment plus par rapport à la langue qui est la mieux maîtrisée, qui diffère entre deux personnes. Par exemple, deux personnes peuvent être capables d'avoir une conversation en anglais, mais si une personne est plus à l'aise en anglais et l'autre est plus à l'aise en français, il peut quand même avoir une discordance de langue entre ces deux personnes qui communiquent. Puis enfin, les défis, les réalités, les stratégies qui sont présentées étaient particulièrement dans le domaine de la réadaptation, mais peu importe le domaine ou même la langue parlée, les stratégies qu'on a présentées peuvent quand même faciliter la communication avec nos clients ou avec les personnes qui reçoivent nos services. Donc, ceci conclut la partie plus formelle de notre webinaire. Si vous avez des questions par rapport à notre étude ou si vous voulez partager un peu votre réalité, soit dans le domaine que vous travaillez ou même dans le domaine où vous vivez, on vous invite à prendre la parole. Alors, bravo, mesdames. Alors, je vois les dernières diapos défiler de remerciements à vos co-directrices, bien entendu, et à vos références. Alors, maintenant, je vais peut-être inviter Florence à cesser le partage de son écran pour qu'on puisse remettre à l'écran la page qui vous invite à interagir avec nous. Donc, il y a déjà plusieurs personnes qui se sont prévalues de l'option au bas de la page de la boîte de conversation. Donc, vous pouvez le faire et indiquer vos éléments là. Ou vous pouvez aussi demander la parole et notre personne technique,
activera votre micro pour que vous puissiez vous-même partager votre commentaire ou vos questions. Et puis, on a déjà des commentaires de la part de Brigitte Pétrin qui dit « Excellente présentation, très éducative, merci ». Même chose de la part d'une autre personne qui a participé aujourd'hui, Madame Anne Dubé. Donc, vraiment, je vous invite, et encore bien Monsieur Bernard Pinette aussi de l'Université d'Ottawa, qui dit le commentaire suivant. Merci beaucoup pour votre présentation et votre étude que vous avez très bien communiquée. Parmi les participants francophones qui ont indiqué a priori que la langue de service avait peu d'importance car l'important pour eux était la rapidité du service, est-ce que votre étude a permis de déceler si leur perception avait changé après avoir reçu le service de façon unilingue? Alors, laquelle de vous a le goût de répondre à cette question? Je peux y aller. Donc, nous autres, on s'est vraiment plus concentrés sur l'aspect... honnêtement, quand on a fait notre étude, on n'avait pas vraiment pris ça en considération. C'est plus en analysant qu'on avait vu que c'était vraiment un facteur. Je pense que ça serait vraiment quelque chose qui serait intéressant de continuer à étudier davantage. Je pense que ça donne vraiment une belle piste pour une étude future, vraiment aller voir plus en détail ce phénomène-là un peu plus. Parfait. Et je vois, pendant vous avez à l'écran également les commentaires qui défilent des autres personnes. Excellente présentation. On vous lève leur chapeau pour ce bon travail de recherche. La thématique est passionnante, effectivement. Merci beaucoup, mesdames. Moi, j'ai appris beaucoup en vous écoutant aujourd'hui, définitivement, par rapport au fait d'être bilingue et de recevoir un service dans la langue autre. Et puis, j'ai appris aussi au niveau de la discordance linguistique, que je croyais qu'il s'agissait simplement de la langue parlée, mais là, je m'aperçois que la discordance, c'est bien plus que ça. En fait, on dit, comme vous l'avez dit, ils n'ont pas la même préférence de la langue, et puis ça a quand même des impacts que vous avez très bien décrits. Quelqu'un souhaite prendre la parole pour poser une question à nos présentatrices? Je sais qu'il est apparu un commentaire concernant l'offre de services en orthophonie lorsque la langue n'était pas la même, qui semble-t-il, c'est pratiquement mission impossible. Je ne sais pas si la personne qui a formulé ce commentaire avait le goût d'en discuter davantage ou vous, mesdames, est-ce que vous êtes au courant de cette problématique là, qui semble être plus importante encore au niveau de l'orthophonie? Oui, on avait remarqué, surtout avec notre recension des écrits aussi, que particulièrement quand c'est ça, quand c'était une intervention qui nécessitait beaucoup de communication, donc certainement l'orthophonie et souvent aussi l'ergothérapie, dépendant du domaine. C'était encore plus difficile que lorsque c'était plus des thérapies plutôt physiques. Donc, si on pense à la physiothérapie, où on peut beaucoup utiliser le non-verbal pour guider la personne, c'est certain que les défis sont pas les mêmes. Il peut y avoir une plus grande barrière quand on compte vraiment sur la communication verbale pour offrir nos services. Parfait, merci. Oui, Jacinthe, vous vouliez intervenir. Jacinthe est une des co-directrices. Bonjour. Bonjour. Même si c'est presque impossible de donner des services d'orthophonie pas dans la bonne langue, j'ai juste une anecdote d'une étudiante en orthophonie qui m'a raconté que son superviseur ne voulait pas qu'elle évalue une cliente en français. Elle aurait pu le faire, puis son superviseur de stage ne voulait pas le faire parce qu'elle n'aurait pas pu poursuivre les services par après. Donc, on voit que même si c'est impossible, il y en a qui préfèrent quand même donner des services d'orthophonie en anglais à des clients francophones. Parfait. Écoutez, vous nous avez présenté des éléments qui étaient propres à une offre de service dans la langue anglaise, mais à une population bilingue, francophone, dans les services de réadaptation. Moi, j'ai le goût de peut-être inviter les personnes qui sont à l'écoute du webinaire aujourd'hui, quel que soit votre milieu de travail ou d'offre de service. Est-ce que vous sentez que ce qui a été présenté aujourd'hui résonne
dans votre milieu à vous, dans votre offre de service, dans votre clientèle? Je lancerai cette question à nos auditrices et nos auditeurs aujourd'hui. Que ce soit que vous ayez le goût de répondre verbalement ou dans la boîte de chat. Est-ce que ça résonne chez vous, dans votre milieu, dans votre offre de service, votre clientèle? On a entendu le cas de l'orthophonie. En attendant qu'on ait peut-être une réponse, j'aurais le goût de m'adresser une question aux conférencières. Je ne sais pas laquelle a le goût de répondre, mais suivant ce travail de recherche que vous avez fait, puis les résultats que vous avez obtenus, quelle est votre plus grande fierté? Je peux y aller. Moi, je trouve que notre plus grande fierté là, avec ce travail-là, c'est vraiment d'avoir donné une voix à ces minorités francophones-là, puis surtout dans les entrevues qualitatives qui ont vraiment pu parler d'expériences personnelles, puis de faire lumière sur la situation qu'eux, ils vivent au quotidien, puis qu'on ne connaît pas nécessairement. Merci, Cassandra. Si je vous posais la question, mesdames les conférencières, est-ce qu'il y a un élément que vous avez trouvé parmi vos résultats ou au cours de votre collecte de données qui vous a particulièrement surprise? Je peux y aller. Pour moi, c'était plutôt... je ne m'attendais pas qu'il y avait autant de réponses du côté santé mentale, les émotions. C'est vrai que c'est beaucoup plus facile à s'exprimer ou qu'est-ce qu'on a vu, que c'était plus facile à s'exprimer dans sa première langue. Puis tandis que, fait qu'il y avait quand même un très gros contraste. Ça, je ne m'attendais pas nécessairement à ça. Je m'attendais que ce soit peut-être plus en général, que la communication était moindre, mais là, c'était vraiment quand même en santé mentale, les émotions s'exprimer, c'était quand même beaucoup plus difficile qu'en santé physique. Alors ça, j'ai trouvé ça très intéressant comme recherche qui est sortie. Puis, sur une note plus personnelle, j'aurais le goût de vous demander, je sais que Cassandra, tu es originaire de Montréal, donc peut-être cette question-là te concerne un peu moins, mais du côté de Florence et Valérie, étant vous-même issue d'une communauté francophone, acadienne en situation minoritaire, est-ce que participer à une recherche comme celle que vous avez menée, ça a eu un caractère spécial pour vous? Qu'est-ce que ça représentait? Oui, absolument. Donc, je trouve, mais moi, personnellement, je me considère comme complètement bilingue. Puis, malgré le fait que je me considère bilingue, j'ai vraiment remarqué en grandissant que quand j'allais chez le médecin ou quand j'allais chercher des services en santé, puis il fallait que je m'exprime en anglais, je comprenais pas trop pourquoi je trouvais ça tellement difficile, puis des fois, je trouvais pas les mots pour m'exprimer. Donc, faire une étude où on a vraiment trouvé comme un phénomène qui explique un peu que je ne suis pas la seule qui vit un peu des choses comme ça. J'ai trouvé vraiment intéressant d'être capable d'explorer ça un peu davantage, puis de mieux comprendre un peu d'où ça vient, puis que je ne suis pas la seule qui vit des situations, et non seulement en Ontario, mais à travers du Canada en entier. Oui, pour un peu comme parler davantage de ça. C'est vrai qu'en discutant avec Valérie et Judith et aussi Cassandra, comme c'est des expériences variées. On n'est pas du même coin, mais c'est quand même semblable, les expériences qu'on a vécues, justement de se communiquer en français. Puis moi aussi, je me considère comme francophone bilingue. Puis dans la vie de tous les jours, j'utilise l'anglais. Mais c'est quand même, ça affecte quand même comment je m'aperçois. Puis souvent, avec mes amis, c'est français et anglais. Fait que justement, avoir des bilingues ou des professionnels de la santé bilingues ou anglophones, c'est quand même un sujet intéressant. C'est sûr que c'est personnel pour moi, cette recherche-ci. Excellent, c'est intéressant. Écoutez, je pourrais vous arriver avec en plein d'autres questions. Je vois aussi que j'ai des commentaires dans la boîte de discussion là, de la part de Anne Dubé qui dit que effectivement les difficultés que vous avez rapportées sont une réalité quotidienne dans son milieu. Elle vous encourage à continuer votre beau travail. Puis bon, c'est ça. J'ai presque le goût d'aller du côté des co-directrices
de cette recherche qui a été menée au niveau pan-canadien. Jacinthe et Catherine, je crois aussi, est également en ligne aujourd'hui. Je ne sais pas si vous vouliez commenter par rapport au travail qui a été effectué de la part des étudiants. Moi, je suis très heureuse que des profs contactent la SSF pour nous partager des recherches menées comme ça et qui sont vraiment très éclairantes sur la situation d'offres de services en français d'un bout à l'autre du Canada. Je ne sais pas, Jacinthe, qu'est-ce que tu aimerais ajouter par rapport au travail que les étudiantes ont fait? Moi, j'aimerais laisser parler Catherine en premier. Non, j'ai peur de tout dire. Aller en premier. Ah, j'ai-tu une caméra aussi? Oh mon Dieu, c'était même pas planifié. Non, je voulais juste féliciter les étudiants parce que c'était vraiment une superbe belle présentation. Et puis, moi, j'ai rien préparé à dire. Alors, mais je vous applaudis, c'était très intéressant. Jacinthe, qu'est-ce que tu voulais nous dire? Mais moi, j'ai deux choses. Je trouve que c'est vraiment une contribution un petit peu différente, ce qu'elles ont fait, parce que souvent, la littérature parle de gens qui sont pas bilingues, mais c'est la réalité au Canada que les francophones sont majoritairement bilingues. Donc, c'était quand même d'avoir les défis particuliers des gens bilingues, je trouvais que c'était une contribution intéressante. C'est pour ça que j'ai contacté la SSF pour présenter le webinaire. En même temps, je pense que pour les étudiantes, c'est une expérience vraiment intéressante d'avoir à présenter à un public différent de celui auquel ils présentent à l'école habituellement, qui est un public conquis d'avance, un peu fait de leur père et de certains professeurs qui connaissent depuis 2 ans. Là. Donc, je pense que pour elles, ça devait être une expérience formatrice. Et puis, merci beaucoup, mesdames, Catherine et Jacinthe, d'avoir pensé à nous. Bravo aux conférencières d'aujourd'hui. Et définitivement, cet aspect-là de l'offre active, c'est une préoccupation de premier plan pour plusieurs des personnes qui vous écoutent aujourd'hui d'un bout à l'autre du Canada. Puis je tiens à souligner que parmi les personnes présentes aujourd'hui, on en a du Nunavut, de l'Ontario, du Québec, de l'Alberta, du Manitoba, Terre-Neuve-Labrador, Nouvelle-Écosse. Donc, vous avez vraiment réussi à faire, avec votre présentation de votre recherche pan-canadienne, vous avez vraiment réussi à toucher là, des francophones d'un bout à l'autre du Canada et des francophones qui sont dans le domaine de la santé en tant que professionnels, mais aussi des francophones qui sont gestionnaires et décideurs. Et vous avez clairement démontré parmi vos résultats aussi à quel point, et puis les pistes, à quel point c'est important de sensibiliser les professionnels de la santé à faire une offre active, de leur capacité à offrir des services, mais aussi les décideurs et les gestionnaires à l'importance de prévoir une offre de services de santé en français. Donc, encore une fois, je vous dis chapeau, mesdames, les présentatrices et les co-directrices pour ce travail de recherche et son partage. Et je vous souhaite une très belle carrière auprès d'une population francophone. Je suis très heureuse pour les franco-manitobains, les franco-ontariens, puis les francophones du Nouveau-Brunswick, parce que vous trois, la trois de vous, allez œuvrer dans des milieux de minorités linguistiques. Je suis contente qu'on ait des nouvelles ressources qui vont se joindre à tout le monde. Pour tous ceux qui sont en ligne, je tiens à vous indiquer que la présentation de nos conférencières d'aujourd'hui, ainsi que l'enregistrement du webinaire, excusez-moi, seront disponibles sur le site de la Société Santé en français dès la semaine prochaine. Et si vous n'êtes pas des adeptes de nos webinaires, je vous invite à faire un tour sur le site de la Société Santé en français pour voir notre programmation de webinaire pour les prochaines semaines. Ça serait bien de vous revoir à l'écoute. Aussi, en quittant, vous allez avoir une invitation pour compléter un sondage d'évaluation de ce webinaire. Donc, je vous invite à prendre quelques minutes pour compléter ce sondage d'évaluation. C'est très bien. C'est quand on reçoit une rétroaction, donc ce serait très apprécié. Merci beaucoup et bravo encore une fois à nos conférencières. Au revoir. Merci beaucoup. Merci.